vous allez toucher la récompense de 100 millions pour le Yukon Kun. Ah bah, je suis pas si con que j'en ai l'air, alors. Ah, vite. Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. Je suis votre hôte Jean Weber. Ah bah maintenant, le podcast va marcher beaucoup moins bien forcément. Et mes fameux duettistes sont... Jeff Domenech, Yukon Kino avec 2 K, comme Kinopod. Fred Tepper, bonjour et bienvenue dans Corniopod. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le cornio sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes cinébuddies, et pour l'un d'entre vous, Fred, de t'accueillir pour la première fois dans l'émission. Mais merci de me recevoir, c'est avec un grand plaisir. Eh ben écoute, journaliste, cinéphile passionné et passionnant, te voilà maintenant Cinébuddy, c'est peut-être ton titre honorifique, le moins honorifique de tous, tu verras. Ah non, c'est la consécration. Et surtout réalisateur d'un excellent documentaire sur Richard Lowe que je vous conseille. Mais avant tout, donc, c'est un grand plaisir d'agrandir la famille d'Abracadapod, de Kinopod en ta compagnie. Tu sais, je dis souvent à Jeff, non, d'ailleurs c'est la première fois que je le dis aujourd'hui, mais la vraie famille du cinéma, c'est pas les gens qui en font, ce sont les gens qui l'aiment, comme tu l'aimes, toi, avec cette passion depuis des années. Donc bravo, et pareil pour toi, Jeff. Enlève ton doigt de ta bouche. Donc, et maintenant, avant que Fred ne nous fasse la genèse du film, et quel film aujourd'hui donc, et que Jeff ne nous parle d'un casting tout aussi exceptionnel, n'oubliez pas surtout, comme à l'accoutumée, de liker, de follower, de partager, de commenter et de vous abonner partout, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de l'ami Romain Lénoff. Et maintenant donc, en l'absence de Philippe Sedbon, je vais vous faire le pitch, le fameux résumé du film, comme si nous étions un gros producteur belge une fois, dans un ascenseur entre 2 étages. Saroyan, un gros trafiquant d'héroïne, non pas un gros producteur belge, a besoin d'un pigeon, un cornio en quelque sorte, Vous confiez nos millions au premier cornium du médical droit. pour conduire une Cadillac bourrée de drogue, d'or et de bijoux de Naples à Bordeaux. Oh, c'est un joli voyage, ça. Il rencontre Antoine Maréchal et s'ensuit un road movie à la française, rempli de paf et de il m'épate. Et hop, il l'a emballé. Alors moi, il m'épate. Et maintenant, je laisse enfin la parole à Fred. Bienvenue à bord, frérot, pour la genèse du film, Route mauvaise troupe. Once upon a time, il était une fois... Bah alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que Gérard Houry, à l'origine, c'est un comédien. C'est une discipline dans laquelle il a un peu de mal à s'épanouir. En tout cas, il ne rencontre pas le succès qu'il espère. Et il apparaît quand même dans de nombreux films. On peut le voir notamment dans Antoine et Antoinette de Jacques Becker, Le dos au mur d'Édouard Molinaro ou Le miroir à 2 faces d'André Cayatte. Mademoiselle, vous me reconnaissez? Non. Mais si, voyons, c'est le monsieur. Oui, c'est ça, je suis le monsieur. Et devant cette carrière qui ne prend pas l'envol qu'il souhaite, il va décider de passer à la mise en scène. Et il va tourner pas moins de 3 films comme réalisateur avant le cornio: La main chaude, La menace et Le crime ne paye pas. Dans ce dernier film, il va diriger un certain Louis de Funès. This is Eugène, the permanent at the Blue Bar, at the Porte d'Auteuil. Dans un second rôle, où il va jouer, où de Funès joue un barman, face à Daniel Darieux qui joue une cliente qui est ivre-morte. Oui, I am telephoning about Madame Marseille. Encore un scotch, Eugène. Non. Et pendant le tournage de cette scène, Houry, derrière la caméra, il est mort de rire. Vraiment plié en 2. Allô, she is dans un terrible état. Oui, you have to come tout de suite. Oui, compris? Blue Bar, yabol. Et de Funès, avec qui le courant passe, ils sont déjà amis, lui suggère rapidement de réaliser des comédies, parce que c'est un genre pour lequel il pense que Houry est le plus doué. Paf, s'il vous plaît. Lâchez les chutes. Vous ne riez pas. Dans son livre de mémoire, qui s'appelle Mémoire d'éléphant, contrairement à la mienne, Houry résumait cette période de sa carrière comme ça.
je vais citer parce que il me faut un peu d'aide par rapport à ma mémoire. Il disait: je suis assis le cul entre deux chaises, plus tout à fait acteur, pas encore metteur en scène consacré, et ma carrière flottaille. Voilà, c'est comme ça qu'il décrit un peu ce moment avant le Cornio. Il rencontre alors Marcel Julien, romancier notamment, avec qui il travaille sur un projet d'adaptation d'un livre de ce dernier justement, mais qui ne se fera pas. Mais comme ils s'entendent bien, Houry propose à Julien de s'inspirer librement d'une affaire qui défraie la chronique, l'affaire Jacques Angelvin, qui a secoué le petit monde des médias et qui va servir de base donc au scénario du Cornio. Angelvin, c'est un présentateur de télévision, notamment de l'une des émissions les plus populaires de la RTF à l'époque, qui s'appelle Paris Club. Et ce dernier, en faisant un voyage vers les États-Unis, se fait arrêter au volant d'une Buick dans laquelle on découvre 50 kilos d'héroïne. Et pourtant, bien qu'il clame son innocence, Angelvin il est reconnu coupable et il est condamné à 5 ans de prison. Ça va être le point de départ du Cornio, cette histoire, qui va bien sûr être donc adaptée. Et l'ambition de Houry pour le Cornio, c'est de faire un film comique, mais de grande ampleur, qui soit aussi beau visuellement, qu'il soit drôle. Et pour ce faire, il s'attache déjà les services du chef opérateur, à l'époque star, Henri Deca, et il veut en faire un film qui passe par des destinations diverses, comme Naples, Rome, Carcassonne. Tout le film, c'est en fait le voyage à travers toute l'Italie, de Naples à Rome, puis à Sienne, puis à Portofino, puis ensuite à la frontière où nous nous trouvons, jusqu'à Carcassonne et Bordeaux, où se termine le film, avec les 1000 mésaventures qui arrivent aux poursuivis, aux poursuivants, aux surveillés et aux surveillants. Mais j'ai une question, avant que tu continues, parce que j'ai une question pour toi et Jeff, c'est comment ça se fait que tout d'un coup, parce que c'est vrai que en général les comédies étaient plutôt petit budget, tout d'un coup on donne un énorme budget à la James Bond pour une comédie, avant qu'il y ait même les stars, où il n'avait pas encore de Funès ou Bourvil qui étaient à bord, non? Et pourquoi tout d'un coup on donne à Houry ce qu'on appelle tout d'un coup un chèque en blanc en Amérique, le blank check, pour faire un peu ce qu'il veut? Il a eu du mal à la base, parce qu'il est allé voir son ami Alain Poiret, qui était le garde-chiourme de la Gaumont, c'est-à-dire qu'il était prêt à mettre ses sous, Francis en sait quelque chose. Et lui qui a beaucoup d'ambition, parce qu'en fait, il voit que sa carrière de réal, malheureusement, stagne un peu, sa carrière de comédien n'est pas non plus exceptionnelle, et il se dit, c'est ma chance ou jamais. Et donc, il veut un grand film en couleur, avec des stars, etc. Et Alain Poiret lui dit, non. Non, en fait, on va tourner en noir et blanc. Et bienvenue au quart d'heure de bonne humeur de la télévision polonaise. Et on va pas aller en Italie, on va aller en Espagne parce que c'est beaucoup moins cher. Ouais. Mais il va pas... Après, je vais laisser Fred en parler, je sais pas s'il va parler de sa rencontre avec le producteur. Et c'est sa rencontre avec le producteur Jacques Dorfman qui va faire basculer le film. Fred, on va te relancer la parole avec ça, c'est que c'est extraordinaire qu'un producteur, tout d'un coup, comme Jacques Dorfman, fasse confiance à Houry qui a pas tout à fait fait ses preuves avec ce genre de budget avant, pour faire tout d'un coup une comédie comme on n'en a jamais vu en France, effectivement, comme on en faisait en Amérique, mais pas en France. Oui, mais devant le refus de Poiret, alors Poiret, il voulait tourner en Espagne, il voulait faire ça en noir et blanc, comme disait Jeff, et Houry, il est déçu, mais il cède pas. Donc déjà, ça montre aussi quand même une certaine personnalité. Parce qu'il faut devant Alain Poiret dire non, t'es gentil, mais la façon dont toi tu veux le faire, moi ça m'intéresse pas. Donc déjà le refus d'Houry. Houry sort de ce rendez-vous déçu quand même, évidemment. Il descend les Champs-Élysées et devant le Fouquet's, il rencontre donc Jacques Dorfman. Il lui raconte un peu ses démêlés entre guillemets avec Poiret et Dorfman lui dit moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai envie de faire ça. Et en plus, il est en phase avec les desiderata d'Houry. Donc, c'est comme ça que l'aventure du Cornio va démarrer. Et c'est comme ça que le Cornio va être une comédie qui dépasse quand même tout ce qui a pu être fait auparavant. Oui, parce qu'en général, effectivement, on avait des transparences, on avait du studio, alors que là, tout est fait avec ce côté road movie qui n'a rien à envier à des films gros budget, comme je disais, d'Hollywood. J'ai fini, oui. C'est pas moi, patron, c'est le moteur. Mais on va parler effectivement des déboires que le film va rencontrer en termes de production, avec Dorfman qui Jeff était un personnage hors du commun quand même, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah ouais, c'est un producteur qui jouait au casino, quoi.
Et Venantino m'avait dit qu'il jouait nos payes au casino. Il allait au casino, il y avait un sac de jeu pas loin du rond-point des Champs-Élysées, ou de l'Arc de Triomphe, je sais plus. Et il allait, il ressortait avec l'argent en cash. À 3 semaines de la fin du tournage, il est allé voir tout le monde en leur disant « Les gars, je ne peux plus vous payer, je suis désolé, il va falloir finir le film comme ça. Mais je vous promets, je vous paierai tout, je vous fais un courrier, je m'engage à vous payer une fois que le film sera sorti. » Et le seul qui a refusé, c'était le chef opérateur dont on a parlé tout à l'heure, Henri Deca, qui n'a pas voulu, il a dit non, moi j'ai signé un contrat, etc. Donc ça a été très mal vu de la part des autres techniciens, évidemment, qui a refermé une certaine solidarité. Et Dorfman a été très très généreux suite au succès du film, parce qu'il a donné à chacun beaucoup plus que ce qu'il leur devait. Donc c'était un producteur à l'ancienne, on en parlera tout à l'heure, hein, j'ai préparé un petit laïus sur Dorfman, mais c'est le genre de producteur qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui, quoi, évidemment. C'est pour vous, ça. Non, Si, Perley. Merci. Allez, tenez, allez. Quel corneau, là. Quand tu verras le corneau qu'ils ont engagé pour trimballer leur trésor. Fred, petit quiz, on a des quiz dans l'émission. Tu sais quel est le titre anglais du film? Ah non, pas du tout. Jeff, toi qui parles couramment la langue de Shakespeare. The Schmuck. Non, c'était pas Dinner for Schmuck, c'était The Sucker. Donc, qui veut littéralement dire le pigeon, effectivement, en anglais, tu sais. On a beaucoup de gens au scénario aussi. Apparemment, il y a Daniel Thompson qui fait plus ou moins ses débuts. Alors, elle est pas créditée, par contre. Hein. Non, elle est très jeune. Non, mais elle a eu quelques idées. Elle a eu le téléphone dans la voiture, c'est son idée à elle. Ouais, exactement. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Ah ben ça marche. Oui, pronto. Elle a effectivement balancé pas mal d'idées, mais elle était effectivement toute jeune. Elle revenait des États-Unis, je crois. Elle avait 22 ans. Et elle adorait se mettre dans le bureau de son père quand il était en séance d'écriture avec Julien. Et effectivement, ils l'ont laissé proposer des idées. Et visiblement, certaines ont fait mouche. Si vous nicht interveniren, Maréchal Caput. Ouais, il y a également Georges et André Tabé, j'ai vu, qui étaient cités comme dialoguistes, ainsi que comme gagmen. C'est un truc qu'on faisait en Amérique, ça, d'avoir des mecs qui arrivaient pour punch up un scénario. T'as Grosso et Modo. Comment il s'appelle déjà Saroyan. Monsieur Saroyan. Qui joue dans le film, qui apparemment on fait une session de script doctoring avec Grosso et Modo. Your attitude is not just. Qui c'est qui a dit ça? Grosso et Modo sont venus à la demande de Jeanne de Funès. Ah ouais, c'est ça, voilà. Dans le film. Parce que ils ont vraiment 2 rôles insignifiants. On les voit 1 minute dans le film. Bien sûr. Et en fait, Jeanne de Funès, qui veillait évidemment sur son Louis comme à la prunelle de ses yeux, doit s'absenter 1 semaine. Ouais. Et elle demande à Grosso Modo de venir, de descendre à Menton. Elle demande à Houry de leur trouver un petit rôle, évidemment. Et ils sont venus 8 jours, tout frais payés. Aux frais de la prod, évidemment. Et ils étaient là. Et Jeanne de Funès dit: vérifiez bien qu'il ait autant de scènes que Bourvil, etc. Ah, celui-là n'a encore jamais couru, mais selon mon pronostic, il a toutes les chances de gagner le Grand Prix. La grande hantise de De Funès, on reviendra derrière, c'est que Bourvil soit plus drôle que lui. Je me présente, De Funès. Bourvil. Vous savez ce geste-là, ce que ça veut dire? Hein? Dites, regardez. Vous savez pas? C'est un ver de terre qui prend son virage. Fred parlait tout à l'heure de l'animateur là, Jacques Angelvin. Jacques Angelvin, ouais. Voilà, dont le fait divers a donné l'idée à Houry de faire le film. C'était un monsieur qui était né à Marseille un 5 août 1914, ok. Et il avait fait un film qui s'appelait La Loi des rues en 1956, un film de Ralph Habib, et dans lequel tournait Louis de Funès. C'est étrange, hein, comme c'est incroyable. Et lorsqu'il arrive à New York avec sa bagnole, le gars qui l'arrête, c'est Sonny Grosso. Ouais. Sonny Grosso a été tourné par le personnage était tourné par Roy Scheider dans la French Connection. Jimmy, you wasted 2 months on this. Et le rôle d'Angelvin avait été tourné par Frédéric de Pasquale. Enfin, on va pas passer la journée ici, ça fait 2 heures qu'on est là. Non, écoutez, et Jacques Angelvin est mort le 10 novembre 1978 à Cannes. 6 jours après la disparition du navigateur Alain Colas. Et Fred, j'aimerais que tu nous dises pourquoi, en fait. C'est quoi cette question? Spécialité de Jeff. Ah, d'accord. C'est du bizutage. C'est un private joke qu'on a souvent avec Philippe.
Non, mais on peut parler un peu de French Connection, justement, parce que là, tout d'un coup, Ouri, à la manière de ce que fait un Billy Wilder en basant tout d'un coup son film sur le massacre de la Saint-Valentin, ou tout d'un coup Lubitsch sur dans les Allemands, tu vois, avec To Be or Not To Be. Et ben là, tout d'un coup, c'est basé sur ce personnage de dealer d'héroïne qui est Saroyan, qui est quand même un CEO de la drogue, de la schnouf, comme il dit, et c'est vu de façon très cartoon. Alors, je sais pas si de nos jours ça passerait, ça. Ah, la schnouf! La schnouf qui fout le camp! On aime De Funès tout le temps, quoi, même si c'est Scarface, tu vois, c'est genre... Je pense que c'est ça. Je pense que c'est le fait que De Funès ait vraiment un énorme pouvoir de sympathie auprès du public qui fait que on accepte tout. Je regrette de pas pouvoir te coffrer. Je peux en perdre, mais vas-tu nettoyer? Ta gueule. Oh mon Dieu. Barre-toi. Oh, ça va, écrase. Oui, c'est exact, excusez-moi, monsieur le commissaire. Bien avant French Connection et bien avant le Cornu, enfin bien avant une année auparavant, il y a un certain Jean-Paul Belmondo, je ne sais pas si vous connaissez, qui tombe un film avec son ami Becker, Jean Becker, fils de Jacques, un film qui s'appelle Échappement libre. Mais ce que je dois passer, c'est quoi? De l'or. De l'or. Une très grosse quantité d'or. Et je le transporte comment? Dans une voiture. Échappement libre, c'est une histoire d'une voiture remplie d'or qui va pas devoir passer la douane. Comment ça se fait qu'ils n'ont rien trouvé? C'est bien de l'or qu'on transporte. C'est bien de l'or. Ah, enfin, ils ont démonté toute la voiture. 300 kilos, ça se cache pas comme ça. La voiture vient du Liban. Il y a une ville au Liban qui s'appelle Baalbek. Les bijoux de Baalbek, diamants, émeraudes, rubis, dans la batterie. Échappement libre est tourné un an avant le Cornio, puisqu'il sort en 1964. Et c'est une Triomphe que Belmondo doit conduire avec l'or à l'intérieur. Et il veut garder, lui il est juste un passeur, il veut garder la bagnole pour lui évidemment, pour garder l'or. Et les voitures, qu'est-ce que vous allez faire des morceaux? Je suis désolé, mais c'est une question de quelques heures pour la remonter. Et la capote, vous la découpez pas? Des fois qu'elle soit en or élastique. Il faut savoir que dans le film suivant, qu'ils vont faire ensemble, qui s'appelle Tendre voyou, est-ce que vous savez comment s'appelle Jean-Paul Belmondo dans ce film? Présente-moi. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Un grand ami, mon cousin Antoine, de Bourges. Ah. Antoine Maréchal, enfin je t'en ai parlé 100 fois. Ich bin ein Freund, un ami, ein Freund, of Antoine Maréchal. Ah, j'allais dire Baalbek. Énorme. Antoine Maréchal, le nom de Bourvil, donc je pense qu'il y a un petit clin d'œil quelque part. Ah, énorme. Ah ouais. Maréchal. Maréchal. Ah, c'est pas moi, Mais c'est moi. Ah, c'est extraordinaire. Bah écoute, justement, Jeff, tu vas garder la parole, tu vas être content puisque c'est l'heure de nous parler du casting. On parle de Bourvil, on a beaucoup parlé de Funès à l'occasion de Fantomas, donc on va parler beaucoup de Bourvil aujourd'hui. Je l'entends encore me dire. Hippolyte, t'es un abruti. Hippolyte, t'es un vrai corneau. Et ça te faisait plaisir. Ben, il me le disait si gentiment. Pardon d'André. Voilà, c'est à toi, mon ami. Alors, Bourvil était né le 27 juillet 1917. C'est un fils d'agriculteur normand, okay, et ses parents veulent qu'il reprenne la petite entreprise familiale et qu'il soit agriculteur. Lui, il n'a pas vraiment envie de ça. Le jour de ses 17 ans, il va avoir un spectacle de Fernandel. Fernandel? Oui. Qui est son idole absolue, cet acteur, chanteur, etc. Et il va vouloir faire carrière dans le spectacle. Et il va réussir. Et on ne compte pas le nombre de films à succès qu'a connu Bourvil, malgré sa courte carrière. Et on a parlé de la traversée de Paris. Il a croisé le fer avec son idole Fernandel dans la cuisine au beurre. Bonjour, monsieur. La vraie bouillabaisse, ça c'est de l'histoire ancienne. Depuis plus de 10 ans, c'est la seule normande ici. Il a fait 4 films avec Jean-Pierre Mocky. Inspecteur Cuchera, brigade de surveillance des églises. Saint-Vincent, c'est une farce. 3 films avec Ouri, Le Corneau, La Grande Vadrouille, Le Cerveau. Who's got an IQ like an Einstein? The brain. Ils devaient faire ensemble, avec De Funès, un film qui s'appelait Des Sombreros. Malheureusement, il est mort. Et c'est Yves Montand qui a pris la place et le film s'est transformé en La Folie des Grandeurs. C'est l'or. Il est l'or. L'or de se réveiller. Je m'étais toujours dit que Belmondo aurait été parfait à la place de Montand aussi dans La Folie des Grandeurs. J'en avais parlé à Jean-Paul, il m'a dit ouais, ça aurait été une bonne idée. Ah ouais. Et malheureusement, en 1967, il fait un film dans lequel il est cycliste qui s'appelle Les Cracks. Il fait une chute à vélo
il profite d'être hospitalisé pour se faire enlever un kyste qu'il faut analyser. Et malheureusement, on lui décèle ce qu'on appelle la maladie de Kaller, qui est une forme de cancer. Et il garde le secret, il n'en parle à personne. Il va sur le tournage du Cerveau. Jean-Paul le sentait fatigué, il m'avait dit, hein, en souffrance. Il fait ce film L'Arbre de Noël de Terence Young. Comment? T'as pas envie de crier? J'ai un gosse de 10 ans qui n'a rien fait, qui est innocent, qui est en bonne santé, mais qui doit crever parce que le bon Dieu se fout pas mal de ce monde pourri qui... On a fait le bon Dieu! Il va accepter de faire l'étalon de Jean-Pierre Mocky parce qu'il n'y a que 16 jours de tournage et il a le crâne rasé dans le film, volontairement, histoire que ça se voit pas qu'il fasse des séances. Et dans ses derniers films, il y a Le Cercle Rouge, et on pense souvent que son dernier film, c'est Le Mur de l'Atlantique. Mais en fait, Le Mur de l'Atlantique ne sera pas la dernière apparition de Bourvil au cinéma. Très peu de gens le savent. Mais en fait, il fait par amitié pour un réalisateur qui s'appelait Georges Clerc, un film qui s'appelle Clodo. Clodo, c'est un chien, un petit chien errant qui parle. C'était toi, ce Cornio? Cornio, le colonel ignorait que j'ai un Saint-Bernard dans mes ancêtres. Et Bourvil vient une journée, donc il sort du mur de l'Atlantique, on est au mois de juillet, hein, et il joue le rôle d'un personnage qui est dans un cadre, sur un tableau, dans une cuisine. C'est une photo d'un soldat. Et donc pendant une journée, pour rendre par amitié, il ne se fait même pas payer, hein, par amitié pour Georges. Alors c'est un film où il y a Raymond Souplex dedans. Il est disponible sur YouTube. Hein. Et donc c'est ce chien qui est errant, qui passe un peu partout, qui s'appelle Clodo. Voilà. Le film n'est jamais sorti. Et 5 ans plus tard, il y a soit un distributeur ou un producteur, on va dire un peu véreux et mal intentionné, qui va insérer des scènes pornographiques à ce film-là. Ça paraît bizarre. Et il va sortir le film sous le titre de Clodo et les Vicieuses. Ce qui veut dire que le dernier film de Bourvil, en fait, il a été distribué dans le circuit pornographique en 1975. Ce qui veut dire que le dernier film de Bourvil aurait été ce film-là, Clodo et les Vicieuses, malheureusement. Wow. Et il y a toujours le chien dans la version porno? Eh ben oui, justement, parce qu'on voit... En fait, Clodo, tu sais, j'ai oublié de te dire, parce que j'ai fait une recherche après ce que tu m'as dit, c'est la prequel de Cujo. C'est au moment où il rencontre les vicieuses, tout d'un coup, que... Voilà, et le grand Bourvil, malheureusement, nous quitte en septembre 70, à l'âge de 53 ans, on n'en revient pas qu'il soit... Parce qu'il paraît toujours très âgé, Bourvil, mais quand il a fait le Cujo, par exemple, il avait 47 ans, et il est mort à l'âge de 53 ans, ce qui est quand même très jeune. En même temps, justement, Fred, j'ai été surpris par bon, pas surpris parce que je le savais, il a un charme, il a une force physique. Comment vous me trouvez, physiquement? Non, il est tard, il faut dormir. Hein, allons. On le voit torse nu. Tu parlais effectivement de fils de fermier en Normandie, mais il est vraiment, il est extrêmement costaud, Bourvil. Tu vois, on voit ça aussi dans Les Grandes Gueules où il est magnifique. Et quand on remonte à ces années où il chantait, parce que c'est l'école américaine où il peut tout faire aussi, il danse, il chante, et on pense à De Funès dont on va parler qui jouait du piano. Lui, tout d'un coup, il chante. Et t'as vu, c'était une espèce d'homme-enfant avec aussi beaucoup de charme. Et je trouve que Bourvil, et c'est pour ça qu'il a cet élément de séduction que n'a pas fatalement. De Funès, tu le vois pas beaucoup avec des femmes, à cause de Jeanne de Funès peut-être derrière et tout, mais Bourvil a souvent des histoires d'amour où tout d'un coup, grâce à sa gentillesse, sa tendresse qu'on retrouvait aussi dans ses chansons, il arrivait finalement à avoir la fille à l'arrivée. Mais même dans le Cornio, s'il conclut pas, il emballe par son charme. Et hop, il l'a emballé. Il est naïf, mais il est pas timide. Ouais. Et je pense que c'est une grande différence. Vous êtes très amoureuse de votre fiancé? Oh, les Français sont indiscrets. Moins que votre soleil romain. C'est vrai, il traîne sa candeur, son insouciance, et je trouve que alors j'ai vu que lorsque Francis a commencé sa carrière de scénariste, c'est malheureusement au moment où Bourvil est mort. Et alors, j'ai lu que Francis aurait écrit sa pièce de théâtre Le Contrat pour De Funès et Bourvil, lorsqu'il est devenu emmerdeur plus tard. Et c'est vrai que Bourvil se serait magnifiquement marié, je pense, à l'univers de Francis Weber. Imagine le dîner de con avec lui, ouais. Mais si tu revois le Cornio, le début du film... Et je vous garde à déjeuner avec quelques amis. Quand De Funès lui dit « je vous garde à déjeuner avec quelques amis c'est un dîner de con, un peu. Le boomerang primitif, celui qui armait les fiers guerriers australiens depuis la nuit des temps... Ce boomerang-là. Oui, je fais dans la layette, moi. Je suis dans la layette. Parce qu'ils sont là, ça m'a frappé. Ils sont là, ces trois truands. Et quand il dit moi, je suis dans la layette, c'est fou. Quand Jacques Brel dit je suis dans la chemise. Moi, je suis dans la chemise. Je suis Tricotel, 4e maison française. Vous connaissez sûrement, non?
C'est exactement ça, tu vois. Jeff, tout ce que tu dis là m'a frappé énormément en le revoyant récemment. Et c'est un peu aussi, il y a un peu de la chèvre dans le film, parce que ce PDG, Léopold Saroyan, qui colle une mission à un mec naïf, etc., donc il le prend un peu pour une chèvre, quoi, tu vois, comme un lapin. Il y a aussi un peu de ça. Ist en danger. 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 Verstehen Sie, danger. Alors. Un ami. One amigo of me. You peut-être connaître. Vous avez appris l'anglais, vous? Quand tu entends Bourvil parler italien, ça te fait penser à Pierre Richard qui parle anglais, là. One amigo of me, dans La Chèvre. Par choc, défoncé à l'arrière et démoli à l'avant-pied. Fandor, fais la chèvre. La chèvre. Il fait la chèvre, il sert de chèvre, il sert d'appât. Ah. Quand il est à la frontière à Menton, Bourvil avec son air bené commence à comprendre que Saroyan s'est servi de lui. Ouais. Et ben, c'est un peu le dernier acte du dîner de con. Ils invitent le type le plus con possible pour se payer sa tête toute la soirée. Ce n'est pas de l'or, c'est de la bonne ferraille. Pas de bijoux dans la batterie, monsieur le commissaire. Monsieur, vous devez faire erreur, je n'ai pas le plaisir de vous connaître. Quand Villeray se rend compte que Brochant s'est foutu de sa gueule, et je trouve qu'il y a un certain lien avec ces deux scènes. Ouais. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. Ouais, je suis Antoine tout court. Alors, en avant, monsieur tout court. Cette scène de déjeuner avec notamment Henri Vient-le-Jeu, qui est un des trois... et Jean Meyer. Truand, et Jean Meyer, ouais. Et c'est vraiment frappant le contraste entre tous, parce que ils le prennent pour un débile. Mais en fait, Remportez donc les promenades dans Rome de Stendhal. Un merveilleux guide. Ah oui, j'ai déjà acheté le Michelin. Il va se montrer beaucoup plus intelligent. C'est vrai que c'est totalement le dîner de con, quoi. Et... oui. Non. Michelin, la layette, mais qu'est-ce que c'est que cet abruti? Ouais, mais il a comme Villeray, il a cette enfance. Alors, tu disais qu'il avait l'air vieux, effectivement, parce qu'il a que 47 ans. Et il a plus d'âge, en fait. Mais en même temps, il a, tu sais, quand je te disais que je l'ai vu, quand tu le vois chanter au cabaret quand il est tout jeune, on dirait Pee Wee Herman. Tu sais, c'est un enfant. On sait pas quel âge il a déjà. Comme Pee Wee Herman, tu vois ce que je veux dire? C'est un enfant éternel et il est magnifique pour ça. Et on se rappellera toujours de lui, même si j'ai revu aussi Le Cercle Rouge, où tout d'un coup, comme dans Les Grandes Gueules, il prouve cette palette merveilleuse que les clowns tristes, les comiques peuvent avoir. Je pourrais pas demander au ministre de l'Intérieur de barrer toutes les routes de France. Ce n'est pas Claude Ten. Ah ouais, il est impressionnant, il y a une palette de jeux vraiment extrêmement large, quoi. Et d'ailleurs, il y a une scène dans le Cornio. Envoie les clés. Et fais ta prière. Il prend l'air d'être un mafieux face à Venantino. Tu veux me flinguer? Moi? Pousse ta viande, veux-tu? Il est fantastique dans cette scène. Il est vraiment fantastique. Les pare-chocs. C'est pas de l'or. Presque menaçant, et l'autre, il se dit, ça, c'est fantastique aussi. Ça rappelle Jerry Lewis quand d'un coup, il devient Mr. Love quasiment. Exactement. Une autre personnalité, c'est très très fort. Mais Jeff, maintenant, on va parler un peu business. Donc, Bourvil est payé 3 fois plus que De Funès, parce qu'il est beaucoup plus une star à l'époque. Oui, bon, on a entendu. La femme de Funès vient compter les répliques et on grossit petit à petit le rôle de Funès, qui estime à juste titre qu'il n'a pas grand-chose à foutre au début dans le film. En fait, le problème qu'ils ont eu, c'est lors du tournage, le plan de tournage a été complètement remanié à cause du fils d'un des assistants, Serge Valin, qui a planté la bagnole de Funès, la Jaguar. C'est ça. Toutes les scènes avec la Jaguar verte ont été reportées vers la fin du tournage, ce qui fait qu'ils ont tourné plutôt les scènes avec la Cadillac avec Bourvil, forcément. De Funès était à Rome, à Naples, il n'a rien foutu, il attendait. Et Houry a dit, j'ai fait l'erreur de convier De Funès au Rush, et malheureusement, il y avait 90% des scènes qui étaient sur Bourvil, ce qui est normal, vous avez tourné. Et évidemment, De Funès, conseillé par sa femme, qui était son éminence grise. Calme-moi, toi. Calme-moi! Mieux que ça. Mieux que ça. Qui était là en disant, mais tu peux pas, tu es en train de te faire marcher dessus. Parce que c'était un challenge très important pour De Funès. Parce qu'en 64, c'est là où il tourne sa trilogie, là, Fantomas, le gendarme et le Cornio, qui vont faire de lui une star. Mais c'est un moment où sa carrière doit basculer en tant que star. Et il se dit, je ne peux pas me permettre de me faire bouffer par Bourvil. Et il se sent trahi par Houry, en fait. Il dit, mais c'est pas ce que tu m'as promis.
Il veut pas entendre parler de l'histoire de la Jaguar. Et donc, Ouri va en urgence lui réécrire 2 scènes. Alors, il y a la fameuse scène de la douche, mais c'est pas du tout la scène du garage. Ça, elle avait déjà été écrite, cette scène du garage. Et d'ailleurs, elle avait été écrite, ils l'ont répétée chez Ouri, donc bien avant le tournage. Ah ouais. Alors, ils ont pris une tarentelle de Rossini, mais chez Ouri, ils ont mis le boléro de Ravel. Et De Funès a pris un torchon, et il a refait la scène comme ça. Il dit, elle est super, on va faire un super truc. Et en fait, la deuxième scène qu'ils ont rajoutée, c'est une scène qui est coupée. Madame c'est la scène où il rencontre Michel Morgan. C'est vieux? Oh, madame. Oh, madame, je vous connais. Madame... On est dans les bonus, on la trouve sur YouTube. Hein. Et c'était superbe. De Funès était content de rencontrer Michel Morgan. D'ailleurs, il la reconnaît sans la reconnaître, etc. Il lui demande un autographe. Attendez, ne me dites rien. Attendez, madame... attendez, vous allez me faire un petit autographe. Et en fait, cette scène, déjà cassait le rythme du film et tombait un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc finalement, à l'arrivée, ils ne l'ont pas mise. Voilà. Bah oui. Mais De Funès dit, ouais, mais il a plus de dialogue que moi, alors que De Funès, lui, ses dialogues, c'était sa gestuelle, le rythme qu'il mettait dans le film. Il n'a pas besoin de parler De Funès pour être drôle. Et il y a une scène dans le film, et à partir de ce moment-là, il s'est vexé, et il a fait la grève, De Funès, la grève de l'inventivité, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, dans cette scène-là, il ne fait rien, c'est la seule scène film. Genre, il en fait toujours des caisses, à faire des gestes, etc. C'est la scène où il traverse le hall de l'hôtel, lorsqu'ils sont en Italie. Ah ouais. Il traverse juste pour les récupérer. Il fait ouvrir ma voiture et il sort comme ça. Il ne fait rien, c'est un acteur lambda. Le garage, c'est à gauche ou à droite? La prima sinistra, Mon père m'a dit que Poiret lui avait dit que De Funès n'était pas un très bon homme d'affaires, puisqu'en fait, il voulait être payé tout de suite. Parce qu'il avait, effectivement, après toutes ces années de galère et de pianiste dans un cabaret, tout d'un coup, il n'a pas pris des points après, si tu veux, de production. Et là, il aurait gagné beaucoup plus d'argent, mais c'est presque touchant parce que c'est un véritable artiste et un clown, comme on n'en a pas vu beaucoup. Et il est resté jusqu'au bout, hein, en fait. Jusqu'au bout. Je crois que son dernier film, si je dis pas de bêtises, c'est Le Gendarme et Gendarmette. Et même là, la qualité du film, est-ce qu'elle est? Toutes vos théories, Miss James Bond, c'est 000 plus 0. Lui est resté dans son jus jusqu'à la dernière minute, même malade, même vraiment jusqu'à la fin. Fred, je voudrais juste rapidement lancer Jeff sur un acteur merveilleux qu'il a très bien connu, je l'ai interrompu aussi également dans son casting. C'est une conversation, et je m'excuse si je vous coupe la parole à l'un et à l'autre. C'est un peu une signature. Venantino. Venantino. Alors, je vais juste prendre une petite aparté sur ma rencontre avec Venantino. Merci. Alors, j'ai eu la chance d'avoir comme ami Georges Lautner, le réalisateur, lorsque j'habitais à Cannes, et lui était sur Grasse. Et un jour, donc j'étais chez Georges, on était tous les deux un soir en picolé, je lui fais quelques pâtes, et il mange les pâtes comme ça, il s'arrête. C'était important les pâtes, hein, chez Georges. Hein. Il me dit, passe-moi le téléphone. Il prend le téléphone et il téléphone à Venantino. Et il met le haut-parleur. Je dis, attends, j'appelle Venantino. Et pour moi, Venantino, il y en avait qu'un. J'ai dit, Venantino, énorme, le mec le gars des tontons. Il fait, allô, Venantino, c'est Georges. Je fais, comment ça va, Georges? Bon, t'as plus besoin de venir me voir pour faire les pâtes. J'ai trouvé un mec qui faisait les pâtes mieux que toi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Il fait, c'est qui? Il fait, c'est Jeff. C'est qui, Jeff? C'est le directeur du McDo. Le McDo, il t'a fait des pâtes au ketchup. Il fait, non, je te jure, il m'a fait des super pâtes. Donc, t'as plus besoin de venir avec tes pâtes. J'ai trouvé, ciao. Il lui raccroche au nez. Mais il se faisait beaucoup de vannes comme ça avec Pinotto aussi, il se raccroche au nez. Ah ouais. Et je te jure que le mois suivant, parce que Venantino venait souvent voir Georges, j'ai dû venir faire les pâtes. Venantino voulait voir comment je faisais les pâtes. C'était ma première rencontre avec Venantino. Et Venantino, lorsque tu regardes sa filmographie, tu dis le mec, c'est le Michel Galabru italien, quoi. Il a tout fait dans sa carrière, tout. C'est-à-dire qu'il est parti il devait faire les Beaux-Arts à la base à Paris, l'école des Beaux-Arts. Et pour financer son école, il faisait de la figuration. Il a commencé dans Ben-Hur. Voilà. Wow. Et
Il était né le 17 avril 1930, voilà. Et là, sa rencontre avec Lautner a été importante puisqu'ils ont fait énormément de films ensemble. Alors là, messieurs, je vais vous dire, c'est pas juste. Un flic voyou, il fait un flic, la grande sauterelle. Il a fait un très joli film méconnu de Lautner avec Mireille Darc qui s'appelle Galia, que je vous conseille. Vous avez beaucoup de maîtresses? Comme tout homme mari qui se respecte. Et votre femme? Je préfère ne pas en parler. Ouri aussi, il l'a engagé aussi dans La Folie des Grandeurs et il joue le rôle d'un des méchants. Laissez-le moi. Sa carrière, quand je dis qu'elle est très éclectique, c'est-à-dire qu'il passe du Bon roi d'Agobert avec Coluche, il va tourner avec Richard Donner, Lady Hawk, et ensuite il enchaîne sur Liberté, Égalité, Choucroute de Jean-Yann Rouen. Il n'y a aucune cohérence dans sa filmographie. C'est le Danny Trejo italien, quoi. C'est ça, et je dis, t'étais pas trop. Je disais, parce que j'avais l'habitude de voir, je me disais, t'étais pas très regardant, cette filmographie. J'étais regardant sur mon compte en banque, il dit. Tous les acteurs te diront ça. Ouais. Il a fait énormément de cinéma bis italien, et c'est resté un acteur culte pour ça aussi, Venantino. Alors, il a fait des films, des Exterminateurs de l'an 3000, Cannibal Ferox d'Umberto Lenzi, Pulsion Cannibale d'Antonio Margheriti. Margheriti est une des idoles de Tarantino, hein. Antonio Margheriti. Ancora? Margheriti. Un'altra volta, ma adesso vorrei proprio sentire la musica delle parole. Margheriti. Margheriti. Et il va mais attends, il a dû faire des giallo et des western spaghetti, donc Venantini doit être aussi une idole de Tarantino. Oui, et écoute ça, Lucio Fulci. Tu vois? Il y a un film avec lui qui s'appelle La guerre des gangs. Et est-ce que tu sais comment s'appelle Venantino, le film? Il s'appelle Capitaine Clodo. Tarantino. Ah pardon, Captain Tarantino, waouh. Ouais. Et là, il fait ce film culte qui s'appelle Frayeur, ok. Et puis il va partir, il va te faire Les Fureurs en folie, Le Fureur en folie, le fameux film de Philippe Clair. On est venu pour s'éclater de Max Pécasse. Il fait Emmanuel II. Il fait aussi quelques films érotiques, Les Nuits chaudes de Cléopâtre. Et puis il va aussi tourner avec Dino Risi et Torres Scola, voilà. Et vers la fin de carrière, il fait J'ai toujours rêvé d'un gangster de Ben Chetrit, L'Immortel, Richard Berry. Le père de Jean Dujardin dans le film de Lelouch. Il fait aussi Marseille, le film de Cadmerade avec Patrick Bosso. Et son dernier film sera Marilyn de Guillaume Gallienne en 2017. Et il nous quitte malheureusement le 9 octobre 2018 à l'âge de 88 ans. Voilà, mon Venantino, où que tu sois, on salue ta mémoire. Allez, en voiture. Magnifique hommage, Jeff, merci. Et maintenant, je voudrais parler un petit peu avec Fred d'un truc qui m'a frappé, c'est qu'en fait, il paraît que Bourvil était bon dès les premières prises, alors que De Funès, lui, avait besoin de plusieurs prises pour s'installer dans le rôle. Alors là, il m'épate. Donc, il y en avait un qui déclinait, pendant qu'il y en avait un qui commençait à trouver sa vitesse de force, tu vois. Ça doit être, tu imagines, pour un metteur en scène à gérer. Et moi, je pense que sa force, et on va parler de Ouri maintenant un petit peu avec toi, c'est que il était acteur avant. Tu sais, c'est comme Sidney Pollack, tu vois, tout d'un coup. Et c'est dommage qu'il soit pas revenu à la manière de Tootsie dans un de ses films pour jouer. C'est que tout d'un coup, ils ont un respect des acteurs parce qu'ils ont été, eux aussi, ils ont mis les mains sous le capot, tu vois ce que je veux dire. Ils savent mais je pense que c'est pour ça qu'il parvenait à les gérer tous les deux. Voilà. Parce que c'est deux moteurs différents. En plus du fait que c'était, en plus du fait que c'était quelqu'un de extrêmement sympathique. Moi, j'ai eu la chance de le côtoyer parce que j'étais avec mon père pendant qu'il réécrivait Fantôme avec Chauffeur. J'étais avec eux, et je leur file un coup de main, un petit peu comme Daniel Thompson leur file un coup de main sur le corneau, tu vois. Et c'était un type qui était comme Claude Pinoteau ou comme Georges Lautner ou comme Édouard Molinaro, des gens extraordinairement gentils. Et ça, je voudrais le signaler quand même. Avec toi, Jeff, et je ne t'apprends rien, Jeff, ni à toi, Fred. À toi, Fred. Non, c'est quelqu'un qui a... D'abord, on le voit dans ses interviews, il est d'une classe, même la façon de s'habiller, un respect pour la presse, pour le public, vraiment qui transparaît quoi, complètement. Après, voilà, avoir deux acteurs comme ça qui fonctionnent différemment... Monsieur Saroyan. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis bien content de vous revoir. Et pouvoir les gérer, effectivement, c'est sans doute dû au fait qu'il a été comédien et qu'il sait les difficultés que cela peut représenter. Dites donc, la voiture est pas tendre. Non, vas-y, assis, hein. N'insistez pas, hein. De Funès, Bourvil, ça n'empêche, même s'ils avaient deux manières de travailler, de monter en puissance différentes, que quand ils sont tous les deux ensemble, ça match tout de suite. Donc il y a deux comédiennes
une actrice serbe qui s'appelle Beba Lankar, la jolie blonde autostoppeuse. Si vous ne baignez pas, House. Qui est toujours vivante, qui a 81 ans aujourd'hui. Il y a cette belle italienne Adila Celli, qui joue le rôle de la manucure, qui malheureusement est décédée aujourd'hui. Elle est morte à l'âge de 69 ans. Et son fiancé, un Italien qui a vraiment une tête de truand italien, là, qui s'appelle Lando Zanca, qui est mort à 87 ans. C'est une bague de fiançailles? Oui. Ah, il en a de la chance, le monsieur. Ah, pianissimo, pianissimo. Voilà ce qu'il a trouvé, se faire présenter au corneau. Il y a la première occasion, il va le buter et se faire la malle avec la voiture. Montez vite, on te suit. Il y a les deux hommes de main de De Funès qui sont ses souffres-douleurs, parce que comme Jacques Dinam dans Fantomas, il faut toujours qu'il ait des souffres-douleurs. Au feu! Le bec, il est à Rome! Au feu! Le bec, il est à Rome, vite! Allez. Non, ça va, oui, allez, vite. Ils sont très très bons dans le film. C'est Jacques Ferrière et Jean de Rose. Jean de Rose, on le voit souvent, c'est le matelot dans Le Premier Gendarme. Non, monsieur! On bavarde! Le musicien qui parle trop dans la Grande Vadrouille. Il y a Henri Génès, qui joue le rôle de Martial. Antoine? Où tu es? À Paris? Non, à Carcassonne. Je viens d'arriver. Tu es déjà à la maison, hein, je préviens Joseph. Il y a cette serveuse avec un accent très prononcé. Alors elle n'était pas du tout actrice lorsqu'ils sont à Carcassonne. Y a-t-il un monsieur Saroyan parmi vous? Qu'est-ce que vous dites? Saroyan. Saroyan? Mais qu'est-ce qu'il y a? On le demande au téléphone. Oui, on me demande monsieur Saroyan. Comme ça. Et cette fille, et cette dame, donc je me suis un peu renseigné sur elle, s'appelle Annie Claparède. Elle avait 16 ans à l'époque. Oury lui dit d'accentuer son accent, ok. Et elle touche 80 francs pour le tournage. Et Oury lui dit tu devrais monter à Paris, tu as un vrai talent, tu peux être la future Jeanne Moreau. Et évidemment, ses parents lui ont dit non, ok. Et elle a dit mais mon grand plaisir, c'est tous les jours le régisseur me ramenait en Cadillac à mon domicile. J'étais super fier dans le centre-ville de Carcassonne. On peut noter aussi la présence de Robert Duranton, ce fameux catcheur dans la scène de la douche. Regardez bien, De Funès rigole. C'est un acteur rieur, De Funès. Même si Oury coupe à temps, il y a le sourire de De Funès quand il tape comme ça. C'est fini, oui. Et évidemment, il y a un faux raccord magistral puisque Robert Duranton, on le voit lorsque De Funès rentre dans la douche. On le voit dans le miroir sur la droite. Il y a Robert Duranton qui attend de rentrer dans la douche. Il attend. Et le signal, en fait, c'est lorsque De Funès fait couler l'eau, Duranton arrive sous la douche. Et Duranton, il faut savoir qu'il a joué aussi dans Rabbi Jacob. Il joue le rôle d'un CRS à Orly. Et il avait aussi une scène coupée dans le film Le Cast d'Henri Verneuil avec un certain Jean-Paul Belmondo. Moi, je voudrais parler avec toi parce que je voudrais revenir un petit peu en arrière dans le film. On n'en a pas assez parlé d'une scène légendaire qui est cette voiture qui, sous l'impact de la Rolls de Saroyan, explose en 1000 morceaux. C'est quand même extraordinaire. Et là aussi, De Funès se met à rire parce que c'est une impro. Quand il dit forcément, elle va beaucoup moins bien marcher. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Parle-nous un peu de la séquence justement de cette cascade incroyable parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de prise pour le faire, une ou deux, quoi. Ouais. Oui, et puis je crois que le truqueur, j'ai oublié son nom, il me pardonnera, avait scié la voiture en 250 morceaux en fait pour que ça donne cette sensation absolue. C'est vrai que c'est incroyable. Et ça me fait penser quelque part aussi à un gag qu'il y a dans le Grand Bazar de Claude Zidi. Brigadier, lequel qu'on suit? Les deux, crétins. Où la voiture se coupe en deux. À un moment, la voiture de police se coupe en deux. Mais c'est une scène... Georges l'avait fait aussi dans Pas de problème, je crois, non? Ouais, oui, c'est possible, ouais. Je sais plus si c'est celui-là, mais ouais. Tranquille, je sais plus. Il y a une voiture qui se coupe en deux, ouais. Mais cette scène, elle est géniale, elle est mythique. Elle est mythique parce que la séquence quand la deux chevaux tombe en lambeaux est exceptionnelle. Mais elle est mythique parce que les dialogues et la musicalité, je trouve qu'il faut parler de la musicalité des dialogues de Oury, est phénoménale. Ben, je vous en prie, ne vous gênez pas, marchez dessus. Oh là là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, vous en avez de bonnes, c'est pas grave. Il avait deux Stradivarius pour dire ses dialogues, quoi. Et exactement. Et vraiment, on entend une musique, mais pas que avec De Funès et Bourvil, mais avec tous les comédiens. Il y a une musique qui est vraiment reconnaissable entre tous. Le ton est donné d'entrée de jeu, c'est la première séquence du film. Quand il y a De Funès qui sort, qui fait qu'est-ce qu'il y a. Exactement. Il l'écrase de sa richesse, de sa prestance, etc. Il faut savoir que cette séquence-là a été faite le dernier jour du tournage.
en décembre 64 et il neigeait. On n'est pas loin du Panthéon, là, ils tournent. Ils ont dû racler toute la neige. Et évidemment, Ouri n'a pas tourné cette séquence-là, tous les plans larges des bagnoles qui se croisent, qui se percutent, etc. Il a tourné uniquement la séquence où on voit Bourvil rentrer dans ce camion de déménagement. Voilà. Ouais. Et le réalisateur qui a tourné, donc le réalisateur de deuxième équipe, c'est Jacques Rouffio, qui a fait une carrière plus tard. Tu parles dessus. Ouais. Et c'est lui qui a tourné de ces séquences-là. Voilà. Mais c'est vrai que d'entrée de jeu, c'est une scène percutante. Écoutez, prenez l'avion, ça va plus vite. Mais je ne suis pas pressé, moi. Et alors moi, je suis pressé, voilà. Voilà, c'est là. Tu rentres dans le film immédiatement. Tu parles souvent de la longueur des comédies. Le film dure 1h50, hein. Ce qui est long pour une comédie. C'est vrai. C'est vrai. En fait, c'est le rythme que met De Funès. Même, je trouve, en le revoyant, il y a certaines séquences. La séquence dans le parc, la nuit est un peu longue. Ils auraient pu un peu couper. Et tu sais, il y a un truc qui est formidable chez Ouri, c'est qu'en fait, il avait ce cahier, ce fameux cahier où il écrivait tous les gags. On voit ça pour Rabbi Jacob ou pour tous ces grands films. Tout d'un coup, il y a des gags. Et ça rappelle... Claude Zidi a ça aussi. Voilà. Claude Zidi a son cahier de gags. C'est cette école de gagmen. Tu vois ça chez Mel Brooks, qui était gagman, qui travaillait à la télévision pour Sid César. Et c'est des gens, ou les frères Zucker. C'est tout d'un coup, et c'est pas très français, ça. C'est assez anglo-saxon comme école du gag. Et c'est vrai que... C'est l'influence des Marx Brothers aussi. Hein. Voilà, exactement. Alors, le voilà le fameux carrosse. Il a quand même de la chance. Cet accident de Bourvil en 2 chevaux, quelques années auparavant, Gérard Houry tourne dans un film avec Bourvil, un film d'André Cayatte. Il a un accident de voiture, Bourvil. Au vieux, il n'aura pas profité longtemps de sa voiture. Tu te rends compte à quelle vitesse il est rentré dedans, c'est une honte. Ça roule en smoking, ça se croit en Amérique. Et il a le visage en sang, il est dans une 2 chevaux déjà. Wow. Et il a le visage complètement en sang. Le film s'appelle Le Miroir à 2 faces. Savoir que Houry aussi, il était brocardé, c'était son premier gros film, parce qu'il a fait 3 films, c'était pas des grosses prods. Et en fait, les assistants, ce fameux assistant, là, Serge Valin, c'est un mec qui avait tourné avec Grémillon, Duvivier, Clouzet, donc c'était vraiment un... Et il brocardait en permanence Houry devant tout le monde. Et il disait, mais c'est un crétin, ce mec, il sait même pas où il faut placer la caméra, etc. Alors qu'il était quand même réalisateur du film. Hein. Et Houry, c'est vrai, il était un peu pris au dépourvu. Il savait pas où placer la caméra. Ce que dit Francis, hein, quand on lui accole un réalisateur, alors qu'il veut faire son propre film, Francis Weber, il fait, où c'est que je vais placer la caméra? Comme a dit Claude Sauté, la caméra, on peut la placer dans 100 endroits différents. Bon, il s'est quand même sorti parce qu'il a fait quand même un film culte, une grosse comédie populaire. Et c'est une Madeleine de Proust pour tout le monde, le Cornio, hein. Juste ce générique déjà qui est une carte postale. Mais la comédie, t'as pas besoin d'être un bon metteur en scène. Enfin, t'as pas besoin de faire des plans très sophistiqués et tout. Il faut effectivement savoir rire. Oui, mais il faut faire les plans quand même. Il faut les faire. Il faut couper dans les gens. Quand tu as jamais tourné et que tu te fais brocarder par là, tu fais t'es bidon et tout. Donc c'est quand même pas facile si je dis pas de bêtises, il me semble que Valin portait un t-shirt ou une chemise avec un truc collé. M'emmerdez pas. Ne m'emmerdez pas, ouais. Mais c'est ça. Mais Valin, c'est un mec qui avait de l'expérience. La scène où Bourvil défonce la bagnole sur le port de Naples. Permesso. Moi, avanti. Il a dit, tu vas me mettre mourir, Bourvil. Il a failli mourir. Tu vas me mettre 3 plongeurs dans le port. Il fait pourquoi? Il fait parce qu'avec la connerie qu'est en train de faire Houry, la bagnole va passer par-dessus et Bourvil va tomber dans l'eau. Et c'est ce qui a failli se passer, en fait. Incroyable. Ce que j'aime beaucoup dans le Cornio aussi, c'est ce générique du début, avec sur la musique de Delerue. C'est une carte postale de la France de cette époque-là. La France de Gaulle. Je me faisais la réflexion en le revoyant, c'est incroyable. Ouais. Et il n'y a pas de tag sur les murs. Les rues sont propres. La science-fiction presque, tu vois. On dirait presque des images d'actualité. Excuse-moi, je te coupe. On dirait presque des images d'actualité en fait. On dirait presque de la AI. Ouais. Je voulais dire un petit mot sur Georges Delerue, qui aurait fait 100 ans, le 12 mars dernier, 2025. Voilà. Alors lui, pareil, c'est comme il a une carrière très éclectique. Il commence par des films un peu, voilà, des films de René, Hiroshima, Mon Amour, Jules et Jim de Truffaut. Il a beaucoup bossé avec Truffaut. Il a fait aussi le dernier Métro, La Nuit américaine. Il a fait les tout premiers Lautner, Marche ou crève, Arrêtez les tambours. Énormément de films de Jean-Paul.
Cartouche, L'Astouris, L'année des fers chauds, L'homme de Rio, Le cerveau, l'incorrigible. Il a basculé dans une carrière américaine. Il a fait la musique de Platoon. Et fait très rare, il a eu 3 années d'affilée le César du meilleur film. 79, 80, 81. Préparez vos mouchoirs, L'amour en fuite et Le dernier métro. À mes yeux, la musique du mépris reste si ce n'est la plus grande musique de film de tous les temps. Ça, c'est un avis personnel. Je trouve jolies mes fesses. Oui. Et il est mort à Los Angeles à l'âge de 67 ans, le 20 mars 92. C'est une affiche légendaire de René Ferracci, et Bourvil a une fois de plus l'élégance de demander que le nom de De Funès soit à la même hauteur que le sien. Et c'est ce que fera De Funès plus tard avec L'aile ou la cuisse, avec Coluche. Et c'est vrai que c'est mieux, effectivement, d'être à l'égal de son partenaire, mais c'est pas ce que feraient des Steve McQueen et des Paul Newman, tu vois. Donc il y a quand même un respect et une humilité qu'on retrouve chez ces grands acteurs français qu'on aime. C'est sûr que aujourd'hui, ça ne doit pas être tout à fait la même chose, je pense. Cette scène du garage dont on a parlé tout à l'heure, tu peux la voir 100 fois. Il y a une gestuelle, un rythme là-dessus. C'est De Funès qui porte la scène, parce que tu as ce garagiste, qui est d'ailleurs un acteur français, hein, avec son gamin qui est là, qui le regarde, et qui a tout le génie de Funès dans ce film-là. C'est vraiment... C'est vraiment du grand De Funès. Et je trouve c'est une Madeleine de Proust, je pense, pour plusieurs générations. C'est un film qui traverse les... Et c'est très rare, hein, les comédies des années 60. Bon, il y a La Grande Vadrouille, Le Cornio, Les Tontons Flingueurs de Georges, mais c'est très rare que les films, parce que les films à 60 ans aujourd'hui, ils passent encore en prime time assez souvent, il fait encore des cartons d'audience. Donc c'est des films qui traversent le temps, voilà. Non, écoutez mon cher, dites-vous bien que nous ne sommes pas du même monde. Alors entre nous, il existera toujours ça, voilà. Alors donnez-moi la main. Non, donnez-moi la main. Mais qu'est-ce que c'est que ce crâne? Faites attention, hein, faites très attention. C'est la qualité des... Mais c'est, comme tu disais, comme vous disiez, grâce au génie de ces deux stars que sont De Funès et Bourvil. Et c'est drôle parce que par la teneur de l'histoire, puisque tu en as un qui manipule l'autre, ils ont très peu de scènes ensemble dans le film. Ils se rattraperaient ensuite dans La Grande Vadrouille, mais c'est comme Hit, tout d'un coup c'est Pacino et De Niro, tu vois, dans le diner. J'adore la comparaison. Et ils ont pas assez de scènes, et ils sont obligés d'inventer des scènes où tout d'un coup ils les mettent dans le garage, tu vois, dans le parking, et dans la station-service. Mais arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais arrêtez! Avec son bleu de travail et son masque de soudeur. C'est extraordinaire. C'est la cité de la peur avant l'heure, tu sais. Je te dis qu'au moins vivant, quoi? Je suis allé vers Vendredi 13 et toi vers la cité de la peur. Oh, attention chérie, ça va couper. Ah oui, non, c'était de la Quand peur. il lui colle le billet. Meurs, pourriture communiste. Il colle le billet sous le masque. Allez, tenez, allez. Quel corneau, là. Et Bourvil, tu connais, il le traite de corneau à De Funès. Ouais, quel corneau celui-là. Je comprends même pas sa langue. Ouri, je sais que les 4 films qu'il a fait avec De Funès, pour moi, sont intouchables. Ensuite, il a voulu faire un film avec Ventura. Tu es au courant de ça? Un film avec Ventura et un film aux États-Unis où Ventura est un chef d'orchestre qui part à New York. Ouais. Et il voulait Stallone ou Al Pacino qui ont lu le scénario, qui ont dit non. Ouais. et auparavant, juste avant qu'il ait son infarctus, il devait faire un film qui s'appelait Le Crocodile. Avec Charles Gérard et Aldo Machon. Et le film ne s'est pas fait non plus. Ouais. De Funès trop fatigué, il va prendre Pierre Richard pour faire La Carapate et Le Coup du Parapluie. Le Coup du Parapluie est un film que j'aime beaucoup. Moi aussi. Prépare les valises, on part! Ma saharienne! Non mais t'es dingue ou quoi? Il va faire L'As des As avec Jean-Paul Belmondo. Ok. Il va engager Coluche parce qu'il va chercher son nouveau De Funès. Hein, et avec Coluche, ça va mal se passer. Et que ça se... C'est du bon, hein. Sur la vengeance du serpent à plume. Ensuite, il fera Lévi et Goliath avec Bougelin en Colina.
Et puis ça va un peu baisser niveau qualité des finouris, ils auront moins de succès. Un que je n'aime pas du tout, c'est Vanille Fraise. Et ce plan génial, messieurs, est signé Saroyan. Franchement, peut-être que c'était pas une bonne idée de mettre de la drogue dans une Buick ou dans une Cadillac. Ce sont des voitures qui sont extrêmement voyantes et qui d'un coup vont traverser l'Europe, à partir en Amérique. Ils auraient mieux fait de faire ça dans une Simca, non, ou je sais pas, une voiture un peu plus... Ou une 2 chevaux. Ouais, une 2 chevaux, ça aurait été, voilà. Ouais, mais c'est ce que dit Saroyan à un moment. C'est voilà. prenez ce mec-là et vous le mettez dans une Cadillac, il va pas, personne va se méfier. Et je l'ai engagé au dernier moment parce qu'il est honnête et que ça se voit sur sa figure. Et c'est le meilleur des passeports. Parce que, écoutez, messieurs, non mais rappelez-vous bien, à la douane, c'est l'homme qui est suspect, c'est pas la voiture. Enfin bon, bref. Voilà. C'est le conducteur qui fait les histoires, c'est pas la voiture. Oui, parce que c'est un innocent. Et ça, c'est beau parce que c'est un archétype. J'aime bien l'idée du papier carbone, tu sais, sur la nappe, là. Oui. Refait la nappe. Et bizarrement, lorsqu'ils arrêtent Valentino après, et il a le plan, et c'est pas du tout le même dessin, en fait. Un plan signé Saroyan. C'est du gâteau. Si tu compares les deux, j'espère qu'on pourra faire un petit comparatif. C'est pas du tout les mêmes dessins de celui du début et celui qu'on trouve à la fin. Il y a quelques petits faux raccords. Et il y a quelqu'un? Non, il n'y a personne. Ah bon? À un moment donné, lorsque Bourvil part, il a ce rendez-vous avec cette belle Italienne au restaurant. Il a son nœud papillon, il rentre dans le garage justement. Hein, il a cette scène avec De Funès. Il a son nœud papillon, il descend en voiture, et après en bagnole avec l'Italienne, il a une cravate. Voilà, donc c'est un petit la mouche dans le lait. La fameuse mouche dans le lait. Ouais, bon, là, c'est un petit moustique, hein, c'est pas une grosse mouche. Mais comme on est dans une ambiance italienne merveilleuse avec des décors naturels, on est presque par moments dans plein soleil avec Bourvil. Tout d'un coup, où il est avec des plans volés dans des marchés, dans des choses. Oui, c'est génial ça, quand la bagnole traverse le marché. Sublime. Fantastique. Comme au début, la vie parisienne, on va dire. Et après, la vie en Italie, sur les petits marchés, etc., avec ces plans pris sur le vif, c'est vraiment impressionnant. Exactement. Salut. Par la bande Magneto, mieux que ça. On comprend pas pourquoi Valentino est bègue dans le film. Qu'est-ce que ça apporte, en fait? Tout le long, tu dis ça n'apporte rien. Tu vois. Sauf quand il dit le nom de Funès, quoi. Pardon? Ça Royan. Oui, c'est lorsque... Mais pourquoi tu fais... Et en fait, c'est lorsque, à la fin, tu vois que Bourvil au téléphone se fait passer pour le bègue. Allô? Allô? Ça rien? Oh! Le bègue! C'est peut-être pour ça qu'il a pris ce truc. Mais souvent, il a ça, parce que dans La Folie des Grandeurs, il n'y a pas un bègue, mais il y a un borgne. Et c'est pas avec un œil. On voit très bien avec un œil. Bon. Attends. Oui, t'as raison, on voit pas très bien. Il y a un muet. Le muet! Le muet! Le muet! Il est sourd en plus. De Funès. Ouri aimait bien ce genre de... Et il y a une modernité aussi dans le film, hein, entre le téléphone, le truc, De Funès qui reçoit ses rouleaux là comme des fax au début. Eh, qu'est-ce que c'est? C'est rien, ça. Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Oui, ben attendez, c'est de... Bon, tiens, je vous en donne un, tiens, je vous le donne. Ouais. Tu sais? Mais je te jure, quand t'es gamin, tu es là, tu dis waouh! Non, je vous l'enlève parce que vous m'écoutez pas. Là. De Funès roule dans une voiture verte, Bourvil dans une voiture blanche et Valentino dans une voiture rouge. Et les trois couleurs des voitures, ça fait le drapeau italien. Bravo. Bravo. Et tu savais qu'ils avaient été aussi gênés, à un moment donné, premier jour de tournage à Naples. Et ils tournent de nuit. Et il y a une grosse berline qui arrive et tac, qui se cale devant le travelling. Et là, tout le monde s'en va. Il reste deux, trois, le régisseur, etc. Et ils sont oui, qu'est-ce que vous voulez? Et c'est deux mafieux, qui disent, mais qui vous a donné l'autorisation de tourner ici? Il fait, on a les accords de la mairie. Il fait, non, mais ici, c'est pas la mairie, ici, c'est à nous. Et évidemment, ils ont dû payer. Et lorsqu'ils ont payé, après tout s'est rallumé, tout le monde est revenu. Et en fait, les rues de Naples, et comme à Rome, hein, c'est tenu à chaque fois par des petites mafias locales, et tu es obligé de payer. Voilà, c'est ça les 50% de budget en plus. Je pense que ça a dû donner, ouais. C'est vraiment Mais tu as vu, Fred, c'est un film où De Funès tire aussi. Et c'est rare. Oui, je crois. Enfin, je n'ai pas souvenir d'un autre film en fait. Si, je crois qu'il y a Fantomas. Oui, Fantomas. Ah oui, exact, bien sûr. Ah non.
Ouais, ça, c'est parce que vous avez fait un podcast il n'y a pas longtemps. Pour ça. C'est bravo, exactement. J'ai le cerveau. La 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 la, bang. La 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 la, bang, bang. Puis j'aime bien la réplique, il fait... Il y a une station-service là-bas. Patron, on a dit pour, il y a une station-service. Là. Allez, faut la rattraper. Allez, poussez. Allez, hop. Et Jean, tu es au courant de la couleur verte de Gérard Houry? Non, pas celle-là, il a prédéré, elle est verte, Bien sûr, j'ai fait une étude poussée dessus. La Jaguar verte du film, la couleur verte, c'est une couleur qui portait bonheur et qui plaisait à Gérard Houry. Même lorsque Bourvil arrive à un de ses premiers plans pour faire quelques photos, il y a une tour d'église qui a la même couleur verte que la Jaguar, couleur verte qu'on retrouvera dans La Grande Vadrouille. Bourvil qui est peintre en bâtiment dans La Grande Vadrouille, c'est le vert qu'on va retrouver dans les... Le chewing-gum de Rabbi Jacob. Victor Pivert, industriel à Paris. Pivert, comment Pivert On va le retrouver dans La Folie des Grandeurs, avec les pompons de Funès, les couleurs vertes. Et un petit truc aussi, qui est un gag qui a été repris dans Rabbi Jacob, c'est quand Valentino insulte les flics pour se faire arrêter. Oui. C'est la même chose que fait De Funès dans Rabbi Jacob, à la station-service. Ouais. Afin que les flics puissent l'arrêter, monsieur du Schmurz. C'est de mon collègue ou de moi que vous vous foutez? Ah, des deux. Je me fous des deux. Mais non, monsieur l'agent. Mais non, ni de l'un ni de l'autre. Si, je me fous des deux. Mais tu parles de couleurs, et c'est vrai que ce côté technicolor et ces couleurs primaires sont comme dans les films de Jerry Lewis, et ça renforce le côté cartoon. Non, ça fait 3 fois que vous me faites ça. Et ça renforce le côté intemporel aussi du film. C'est que tout d'un coup, sont comme des toiles, et sont vraiment, c'est de la peinture, et c'est rare dans la comédie d'avoir des tableaux comme ça. C'est même quelque chose qu'on retrouve dans les costumes. Le costume noir de Funès, le costume blanc de Bourvil. Très bien habillé en plus. C'est les chapeaux noirs contre les chapeaux blancs, c'est les cow-boys. C'est très primaire. Il m'épate. Moi je trouve que c'est rare, alors je vais revenir, mais c'est tellement rare les films qui passent le temps. Tu vois. Et c'est ça qui fait que tout le mérite d'un réalisateur, d'un scénariste, c'est quand ces films continuent à repasser. Pendant le confinement, le premier film qui était passé, c'était Le Corneau, justement. Alors c'est bizarre, c'était en plein confinement du Covid, avec le coronavirus, et le premier plan de Le Corneau a marqué Corona Film présente. C'est rare aussi dans le film, la fille, la petite blonde, qui fait du naturisme, etc. C'est pas quelque chose qu'on montrait souvent à l'époque du cinéma. Hein. C'est que j'ai pas de maillot. Hein. Moi non plus, c'est égal. Oui, mais comme ça, devant vous, tout nu, ça me gênerait. Hein. Moi, pas du tout, je suis naturiste. Hein? Ah bon, bah alors... Allez-y. Et jamais dans la voiture, alors c'est une vanne et une réplique qui a été reprise plus tard, mais... C'est pas facile à retenir, ça. Vous m'appelez? Mais vous aussi, vous m'appelez beaucoup, monsieur. Merci. Vous m'appelez? Vous m'appelez aussi? Aldo Machon l'a reprise dans Le Bourreau des Cœurs. C'est une vieille plaisanterie, effectivement. Ouais. Et maintenant, que celui qui a encore quelque chose à dire sur le Corneau le dise, ou qu'il se taise à tout jamais, Jeff, c'est à toi. C'est ma rencontre avec Gérard Houry, Festival de Cannes. Il y a un hommage à Gérard Houry, évidemment. À ce moment-là, je suis pas du tout dans le monde du cinéma ni rien. J'ai mon faux badge Canal+ pour rentrer dans les hôtels. Hommage à Gérard Houry au Festival de Cannes. Aucun de ces films n'a jamais été ça. Et je le vois assis avec Michel Morgan. Il y a Christopher Thompson qui est là. J'avais vu alors Belmondo, Philippe Noiret, Boujna, tout le monde est là évidemment. Et j'avance vers Gérard Houry. Je savais pas qu'il était aveugle, il ne voyait plus rien déjà. Et je lui tends mon DVD de L'As des As. Il dit à Christopher, il me dit, je ne suis pas sur le visage de Jean-Paul pour signer. Vous voyez la bienveillance de Houry. Ce pauvre monsieur est aveugle. Son objet, il ne voulait absolument pas défigurer le visage de Belmondo sur la fiche de L'As des As. C'est beau, magnifique. Et il dédicace le truc. Et il me dit, voilà, ça vous va, jeune homme? Il me dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il fait, je dis, je travaille chez McDo et j'adorerais faire du cinéma. Et il me dit, si vous êtes volontaire, vous réussirez. Et on est en 2001. Et 11 ans plus tard, en mai 2011, je suis avec Jean-Paul au Festival de Cannes pour le film que j'ai fait avec Vincent Perrault. Et il a sa Palme d'Or
Donc c'était vraiment un beau moment pour moi. Il a eu la gentillesse de m'offrir une place pour la soirée, Rory. Et moi, je me pointe, j'étais en jean basket, évidemment, sans aucune connaissance du protocole. Et le mec, il me dit quoi, vous êtes régisseur, là, vous faites quoi, là? Je fais, non, j'ai pas pu rentrer dans la salle parce qu'il fallait un costume et un nœud papillon. Voilà, donc c'était ma rencontre avec Jean-Henri. J'ai trouvé que c'était un homme charmant et bienveillant, quoi, voilà. Et un petit clin d'œil à mes deux potes, Stéphane Guérard, le plus grand fan de De Funès au monde, et Cyril Fortum, qui a le musée Bourville, un ami belge. Voilà, je salue mes deux potes. Bien, merci mes cinébodies pour ce voyage dans un classique de la comédie à la française des années 60. Fred, merci. Kinopod, c'est comme Fast and Furious. On n'a pas des amis, mais on a de la famille. Donc tu fais partie maintenant de la famille. Merci infiniment de m'avoir reçu. C'était un plaisir. Non, c'est un très grand plaisir. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower et de vous abonner partout où vous écoutez le podcast, en particulier sur la chaîne Abracadapod de YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lénoff, son Katia Lazareva. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase Jeff puis Fred. Jeff Domenech, klaxon avec 2 K comme Yukun Kun. Alors, il n'y a jamais eu 2 K à klaxon, je suis désolé, hein, il n'y en a qu'un. Okay. Et donc, il n'y a pas de 2 K à klaxon et puis il n'y a toujours pas d'accent circonflexe sur chèvre. Fred Tepper, les cinébuddies, il m'épate. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod et maintenant un hommage aux Marx Brothers, Une nuit à l'opéra. Così, cosa, it's a wonderful world, la 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 la, it's a wonderful world, la 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 la. En prologue, Jeff et Fred, je voulais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce qu'il dirait Louis de Funès si il était aujourd'hui, s'il faisait du gangster rap? Ah vas-y, c'est un lien avec Yukun Kun ou non? Non, il dirait « Oh, ma bitch !» Oh là là. Bon. On part sur des bases très très hautes là. Je vais me recoucher. C'était pour vous mettre à l'aise avant le début du show.